Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la politique agricole commune. Donc, je me présente, je suis Sylvie Vignancourt et je suis en charge du Centre Europe Direct de l'Allier. Donc, depuis le mois de mars, nous avons lancé une série de 5 webinaires autour des thématiques suivantes: la compétitivité de l'industrie européenne, le pacte migratoire, l'Ukraine, l'élargissement de l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces webinaires sur la chaîne YouTube de la Maison des Européens de Lyon si vous souhaitez les réécouter. Donc, cette série de webinaires est organisée par les 6 centres Europe Direct présents sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir Isère-Savoie, Lyon Métropole, Drôme-Ardèche, Puy-de-Dôme, Cantal et Allier, en coopération avec la représentation de la Commission européenne. Donc, je vais peut-être rappeler à ceux qui ne connaissent pas les centres Europe Direct, faire une petite présentation. Donc, ce sont des structures associatives ou des collectivités locales présentes donc sur tout le territoire et qui sont labellisées par la Commission européenne pour fournir au grand public de l'information générale sur l'Union européenne, mais aussi des conseils et une sensibilisation aux questions européennes via un volet d'information, puisqu'on a tous un site internet, des réseaux sociaux, de la documentation et des ressources que nous pouvons mettre à disposition, comme par exemple des expositions ou bien des jeux. Nous intervenons également sous forme d'animation, par exemple dans les établissements scolaires, et nous organisons effectivement des événements toute l'année, notamment le mois de mai pour le mois de l'Europe, qui va être un gros mois d'animation pour tous les centres Europe Direct, que ce soit des conférences, des expositions, des débats, et qui sont tous centrés autour des priorités de la Commission européenne. Donc, transition climatique, numérique, l'économie au service des personnes, une Union européenne plus forte dans le monde, les questions aussi autour de la démocratie et bien entendu autour du pacte vert et de l'agriculture. Donc nous sommes en 2024, une année un petit peu particulière puisque le 9 juin auront lieu les élections. Et donc l'objectif à travers ces 5 webinaires, c'est de montrer finalement ce que fait l'Union européenne au quotidien sur nos territoires à travers donc les thématiques qu'on a choisi d'aborder. Donc aujourd'hui, il s'agit de la politique agricole commune. Et je vais laisser la parole à Pierre Loaec, qui est chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille, pour vous présenter le webinaire. Bon webinaire, nous vous laisserons un temps de questions-réponses à la fin, bien entendu. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Merci Pierre. Bonjour à tous, merci beaucoup Sylvie, merci à tous les ED pour l'organisation de ce cycle de webinaires. Donc brièvement, effectivement, moi je travaille pour la Commission européenne en France. On a des bureaux à Paris et à Marseille. Je m'occupe de notre équipe à Marseille où on fait un certain nombre d'activités aussi de communication sur l'Europe à destination du grand public et des territoires. Et à Marseille, on centralise un petit peu les compétences au niveau national sur les questions territoriales au sens large. Euh, donc, on s'occupe de suivre notamment les questions agricoles, et c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui vous parle, les questions de politique de cohésion et fonds structurels. Et on a une initiative spécifique au sein de notre équipe qu'on a appelée Europe des communes, de communication vers les collectivités territoriales et notamment les plus petites, avec un certain nombre d'outils à disposition autour d'une newsletter, des cycles de webinaires. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui est fait. C'est évidemment complémentaire par nature du travail plus local, plus territorial de terrain qui est fait par les Europe Direct près de chez vous. Donc on travaille ensemble sur cette ambition de communiquer l'Europe dans les territoires. Alors aujourd'hui, l'idée c'était de parler de la PAC, de faire des rappels un petit peu sur euh, ce que c'est devenu, comment elle est globalement structurée, quels sont les montants en jeu,
Et puis, quelles sont les questions aussi un peu d'actualité qui parcourent la PAC? Parce que, vous le savez, on- on est sur un sujet qui est devenu aussi très sensible politiquement. Donc, on va démarrer sur quelques petits rappels sur l'agriculture en Europe et sur la PAC, hein, comment ça fonctionne globalement et quelques chiffres. Dans un deuxième temps, un petit rappel sur d'autres éléments qui ne sont pas forcément dans la PAC en tant que telle, mais qui peuvent être pertinents pour l'agriculture au sein du pacte vert. Et dans un troisième temps, on s'intéressera à la vision à long terme pour les zones rurales et un certain nombre d'outils qui sont développés spécifiquement à destination du monde rural. On sort de la problématique de la PAC en tant que telle, mais ce que vous allez voir et que vous allez comprendre, c'est que la PAC, c'est plus seulement un outil de soutien aux revenus des agriculteurs, c'est aussi ça, mais c'est un outil de développement territorial en partie. Et donc, ça s'articule avec cette vision à long terme pour les zones rurales. Et on terminera avec quelques petits points qu'on a appelés actualité, mais enfin, disons, actualité de la PAC, notamment au regard des changements ciblés que la Commission a proposés récemment et qui sont en cours de finalisation du côté des co-législateurs. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on a rassemblé quelques données factuelles sur l'emploi dans l'agriculture européenne pour démarrer. C'est 10 millions d'exploitations agricoles à peu près, 20 millions de personnes qui sont employées. Ce qu'on voit, c'est que la part de l'emploi agricole dans l'emploi total, elle varie très significativement d'un pays à l'autre. On a quelques pays qui sont encore significativement agricoles, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Pologne, y compris Portugal en partie, d'autres qui le sont beaucoup moins. En France, on est plutôt dans le bas, euh, suite à finalement ce mouvement progressif qu'on a vu de réduction du nombre de fermes d'exploitation agricole et d'augmentation de la taille moyenne de ces exploitations agricoles. Là, ce que vous avez, ce sont des données européennes, mais en France, on constaterait aussi ce mouvement. On n'a pas eu tant de pertes de surface agricole que ça s'est stabilisé les 10-15 dernières années. Par contre, on a eu une progression encore de la taille des exploitations et de la réduction de leur nombre. C'est vrai à travers quasiment l'ensemble des types d'exploitation et des secteurs, hein, qu'on soit, désolé, c'est en anglais sur ces chiffres-là, mais qu'on soit sur de la grande culture ou d'autres activités d'élevage, horticulture ou les exploitations mixtes, où là c'est le plus marqué. Donc des structures qui varient beaucoup dans l'Union européenne sur la place des petites versus plus grosses exploitations. Avec, par exemple, on voit en Roumanie, là, ce bleu, on a beaucoup de petites exploitations encore sur ce format familial. Là où dans d'autres pays, et notamment en France, si on regarde, on a quand même une part, en termes de nombre d'exploitations, assez significative des grandes exploitations, notamment de plus de 100 hectares. Donc en synthèse, en France, on a quand même pas mal de grosses exploitations, pour être clair, si on regarde la structure. C'est un tout petit peu moins marqué si on regarde la distribution de la surface, mais on est quand même sur cette tendance et en valeur absolue une présence des grosses exploitations. Quels défis un peu globaux face à l'agriculture européenne et française? On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est évidemment le sujet du revenu des agriculteurs. Ici, on vous a mis une petite perspective mettant en rapport le revenu des agriculteurs par rapport au revenu, disons, moyen dans l'économie. Alors, il se trouve que 2022, au niveau européen, il faudrait regarder pays par pays, secteur par secteur, mais enfin, la tendance est quand même intéressante jusqu'en 2022. Euh, on a une petite tendance haussière de rattrapage qui est très largement, on y reviendra, due aussi au filet de sécurité et au soutien aux revenus que constitue la PAC, mais on a quand même encore un gros décalage, hein. On était en dessous, on reste autour de 60% du revenu. Donc
des agriculteurs qui, aujourd'hui, sont rémunérés significativement moins pour leur activité au quotidien que l'ensemble du reste de l'économie. Ça, c'est très documenté et statistiquement très établi. Et c'est une des raisons principales de l'existence et de la perpétuation de la PAC pour venir soutenir ces revenus des agriculteurs. Deuxième grand défi dont on a tous une compréhension intuitive, mais qui devient très très marquée quand on prend le temps de regarder vraiment, encore une fois, des statistiques, c'est le défi du renouvellement des générations, avec une population agricole qui est très âgée par rapport, pour le coup, à la moyenne de la structure économique de la population, et une part des jeunes agriculteurs, moins de 25, 25, 35, même jusqu'à 40, 45, qui est quand même faible. D'où, encore une fois, l'attention portée au soutien spécifique aux jeunes agricultures. Troisième, quand même, gros défi auquel le monde agricole est confronté, c'est le changement climatique. Euh, alors, avec une situation qui s'est quand même améliorée depuis 90, avec des gros efforts sectoriels. On pourrait revenir sur les détails, mais qui se, des progrès qui se sont quand même ralentis, voire qui se sont mis un peu à stagner les dernières années. Euh, mais on a un secteur agricole, si on veut garder les ordres de grandeur, qui représente de l'ordre d'un cinquième de nos émissions, à la fois au niveau européen. J'avoue que je n'ai pas revérifié les stats au niveau français, mais qui a aussi, et on le sait, un rôle significatif de puits de carbone, hein, avec l'usage qui est fait de nos terres, qui détermine euh, aussi très, très fortement la balance, l'équilibre global en termes d'émissions. Et donc un secteur qui ne peut pas être vu simplement comme émetteur, mais aussi comme une très grosse partie de la solution dans la mise en œuvre des bonnes pratiques qui peuvent contribuer à faire du secteur agricole un capteur de CO2. Et on a des initiatives au niveau européen qui visent justement à non seulement à encourager ça, mais à l'encadrer en mettant en place une réglementation qui va permettre de mesurer, certifier ce rôle qui est joué par le monde agricole depuis Carbone. Perte de biodiversité, ici on vous a mis une illustration sur la perte de biodiversité pour les oiseaux, où on voit une chute libre sur les espèces qu'on voyait en milieu agricole, bien plus marquée que la trajectoire globale. Et l'impact du changement climatique et cette perte de biodiversité, on sait, ça va avoir un impact très significatif sur l'agriculture européenne. C'est un impact qu'on voit déjà quand on voit un certain nombre de mauvaises conditions climatiques et l'apparition de sécheresses. Mais bon, si on reste sur la biodiversité, évidemment, le très gros sujet des pollinisateurs, on a 50% des terres, on estime à peu près, qui en dépendent et qui vont faire face au défi de la réduction des pollinisateurs à l'échelle européenne. Les sécheresses, qui est peut-être une partie la plus visible et la plus tangible d'ores et déjà dans le monde agricole et qu'on voit au journal, etc. Mais on sait que ça ne va pas aller en s'améliorant avec des réalités géographiques diverses et variées, mais on est aujourd'hui encore dans certains territoires. Même cette année, là, on arrive dans l'été où on se dit, on a eu quand même des précipitations, ben c'est une réalité très sectorielle avec des nappes qui ont été bien remplies, des surfaces qui sont plus ou moins humides selon les géographies, mais on sait que c'est un problème qui est là et qui va rester avec nous. Résistance aux antimicrobiens, qui va devenir un sujet majeur. De manière générale, rendement moyen des cultures mondiales de riz, maïs, blé, on estime une perte de rendement de 3 à 10% par degré de réchauffement. Voilà, donc on peut faire des calculs assez simples sur les défis que ça représente. Dans ce contexte, la PAC, elle vient faire quoi? Déjà, elle est là depuis très longtemps. Ici, on a repris vraiment les principes tels qu'ils sont établis depuis longtemps en droit européen fondamental. C'est d'accroître la productivité de l'agriculture, produire. Il
faut produire. Deuxièmement, c'est assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. On en a parlé, c'est un défi qui continue, qui est là depuis le début de la PAC, mais qui continue avec un décalage très significatif par rapport au reste de l'économie. Troisièmement, stabiliser les marchés. On sait qu'on est sur un secteur qui qui est volatile déjà parce que la production elle-même dépend de facteurs externes très significatifs, plus que dans d'autres secteurs économiques, et qu'on est aussi dépendant de la volatilité des cours, en tout cas depuis qu'on est sur une PAC qui a libéralisé en très grande partie le fonctionnement et la formation des prix. Quatrièmement, garantir la sécurité des approvisionnements. Donc, évidemment, c'est en partie un sujet de productivité, mais ça va au-delà. C'est comment on garantit une sécurité des approvisionnements pour nos populations européennes en matière agricole. Et, j'allais dire, dernier point, assurer aussi des prix raisonnables aux consommateurs. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup d'injonctions. J'allais dire d'injonctions contradictoires, non, pas forcément si c'est bien traité, mais une diversité d'objectifs qui est quand même à la source de la richesse de cette PAC. Si on zoome un petit peu, à garder en tête le fonctionnement de la PAC, en tout cas dans sa version actuelle, en deux piliers principaux, avec un premier pilier qui est, je dirais, le pilier historique de la PAC, c'est-à-dire le soutien aux revenus des agriculteurs et la stabilisation des cours de marché. Ça, c'est un volet qui est financé par l'UE pour rentrer dans la tambouille, ce qu'on appelle le FEAGA, le fonds qui finance cette partie-là, avec au cœur, et c'est les montants principaux, on va y revenir dans une seconde pour parler un petit peu de montants financiers, ces paiements directs annuels aux agriculteurs qui viennent stabiliser leurs revenus, qui ont évolué dans leur nature, mais qui restent une très très grosse partie du budget global de la PAC. Deuxième pilier qui est complémentaire, et c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est que la PAC, c'est plus seulement un outil de stabilisation, et d'incitation à la productivité. C'est tout un pilier de développement territorial rural sur lequel on reviendra. Ça, c'est en gros, c'est le FEDER. Le FEADER, pardon, c'est pas FEDER, je lis du coup ce qui est écrit, c'est le FEADER, qui lui donne pas du 100% budget européen. Il y a une petite part de cofinancement, on ne rentrera pas dans les détails. Mais là, on est vraiment sur des programmes territoriaux, territorialisés, qui viennent faire face à des défis de développement rural. Sur les montants, regardez les ordres de grandeur, on voit quand même l'importance toujours de ce premier pilier, et notamment au milieu de tout ça, des fameux paiements directs. On va zoomer là-dessus dans une seconde. Qui sont 270 milliards d'euros sur la période en cours de la PAC, c'est-à-dire 2021-2027, comparé à un deuxième pilier développement rural qui est plutôt un peu en dessous de 100 milliards d'euros. Voilà. Gestion de marché, c'est devenu plus petit hein, avec l'évolution de la PAC. On est autour de 22 milliards. Ça, je ne reviendrai pas en détail sur le fonctionnement vraiment de toute cette partie gestion de marché, organisation commune du marché, intervention de marché en cas de crise, de crise locale. Les paiements directs, un petit zoom parce que ce n'est pas toujours forcément très bien compris. Cette aide au revenu, elle peut prendre plusieurs formes. Mais le cœur quand même de ces aides, ça reste ces paiements directs. Aujourd'hui, on a un paiement qu'on appelle paiement à l'hectare, c'est-à-dire on a découplé le fait de toucher du revenu, que les agriculteurs touchent des revenus de la PAC, on l'a dans une très large partie découplée de la production en tant que telle. La PAC, longtemps, elle s'est construite un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on produisait, et puis pour chaque kilo ou litre ou tonne de production agricole, on retrouvait une production. On a eu par le passé
des situations de surproduction. L'idée de découpler, donc de payer à l'hectare indépendamment de la quantité produite et dans une très large mesure aussi de la nature du produit qui est effectivement cultivé sur cet hectare, c'est d'inciter les agriculteurs et l'agriculture européenne dans son ensemble à être un peu plus agiles, réactifs finalement aux besoins du marché, puisque les prix sont plus protégés en tant que tels, mais que l'agriculteur doit répondre aux incitations qui sont fournies par les prix, et en grande partie les prix mondiaux de matières premières agricoles, pour que l'économie agricole européenne soit plus réactive de ce point de vue-là. C'est un peu la philosophie. Par contre, c'est complémenté derrière, c'est complété par d'autres types d'aides aux revenus. On a notamment une aide un peu spécifique aux petites et moyennes exploitations agricoles qui vient atténuer en partie le fait que ce soit vraiment du paiement à l'hectare, c'est-à-dire plus on est gros, plus on touche. Donc il y a une forme quand même de réallocation qui vient atténuer un peu cette arithmétique simple. On a des aides aussi spécifiques par population pour les jeunes agriculteurs qui viennent s'adresser à cette question dont j'ai parlé de renouvellement générationnel. Et on a aussi des mécanismes assez complexes de redistribution vers des zones ou des secteurs, beaucoup des zones qui font face à des contraintes naturelles spécifiques, par exemple les zones de montagne où on sait qu'évidemment on ne va pas avoir les mêmes rendements que si on est sur de la grande culture céréalière de plaine. Euh, donc, en synthèse, on maintient au cœur un paiement simple, assez simple, à l'hectare, qui est quand même découplé de la production. Oui, je vois le commentaire de Claire, effectivement, sur les aides pour handicap naturel. J'ai mis là dans ma logique parce que ça vient en partie atténuer cette logique d'aide au revenu simplifiée. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est distribué sous le FEADER, donc deuxième pilier. Je pourrais préciser ça. C'était pour ma logique d'explication. Euh, voilà. Important de garder que sur cette PAC actuelle qui démarre, hein, parce que c'est une PAC qui démarre depuis 2023, qui a été négociée pendant des années. Cette PAC, c'est un processus de négociation qui a pris 3 ans avant d'aboutir à ce qu'on est en train de discuter en termes de structure et de montant et de logique d'intervention. Mais à noter qu'on a quand même un peu donc cet effort d'aller vers une PAC qui soit plus équitable, au sens un peu large. On a, et c'est intéressant pour la première fois, une conditionnalité sociale. On ne reviendra pas en détail, mais retenez que on a pour la première fois cette obligation que les agriculteurs remplissent un certain nombre de critères assez basiques, j'allais dire, assez fondamentaux en termes de respect du droit social et du droit des travailleurs sur leurs exploitations. Et on a ces 10% que j'ai déjà un petit peu mentionnés de logique redistributive au sein de l'aide aux revenus pour atténuer cette logique de surface et refournir de l'aide au profit des plus petites exploitations. Et 3% minimum aussi qui doit aller aux jeunes agriculteurs au sein des paiements directs. Ensuite, on a une PAC qui se veut dans cette période en cours plus verte. Et ça prend deux mécanismes principaux qu'il faut bien garder en tête aussi parce qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières discussions sur ce que demandent les agriculteurs et puis une partie des reproches qu'ils ont pu faire à cette nouvelle PAC. C'est de distinguer ce qui a trait à la conditionnalité et ce qui a trait dans un deuxième temps aux éco-régimes. En gros, la conditionnalité, c'est ce que vous devez faire de toute façon pour être éligible à la base aux aides aux revenus. D'accord? Donc,
entre guillemets, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous devez, il y a deux formes. Il y a les exigences réglementaires en matière de gestion. Ça, c'est, disons, ça, on va pas zoomer dessus, mais un respect de la réglementation européenne en cours en matière sanitaire, bien-être animal, environnemental. Et ensuite, les bonnes conditions agricoles et environnementales, dont vous avez peut-être entendu parler dans les discussions, c'est devenu tout d'un coup, c'est BCAE, un objet très politique et médiatique ces derniers mois, donc c'est bien de comprendre. C'est vraiment sur les surfaces animaux et productions sur lesquelles vous avez le contrôle, vous devez mettre en œuvre ces bonnes conditions agricoles environnementales pour ensuite toucher les revenus. On ne va pas zoomer, on zoomera plutôt dans une deuxième partie sur celles qui ont fait l'objet de discussions récemment. Mais ça touche à tout un tas de choses pour ceux d'entre vous qui ont traité d'agriculture de près ou de loin, sur le maintien de prairies, sur la protection des zones humides, sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, surtout en matière de brûlage, le traitement des cours d'eau, gestion du labour, interdiction des sols nus, les conditions de rotation et ou diversification des cultures, le maintien des éléments du paysage. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté, avec notamment la question aussi du rôle de la jachère au milieu de tout ça. Voilà, ça, vraiment, c'est au cœur de la nouvelle PAC parce que vous devez de toute façon le faire pour toucher le reste. Voilà. Le deuxième volet, c'est les éco-régimes. Et les éco-régimes, là, on est sur de l'incitatif. Donc, ce sont des outils volontaires qui sont développés et déployés par les États. Alors, les États ont une certaine marge de manœuvre euh, pour décider quel type d'éco-régime et quel type d'actions et de bonnes pratiques qu'ils vont vouloir pousser de cette manière-là. Il y a un peu un menu d'options et ils poussent plus ou moins certaines choses. Mais là, on est sur quelque chose de volontaire qui est incité financièrement pour aller au-delà de la norme, j'allais dire, minimale. D'accord. Et donc, ça peut être, ici on a mis quelques exemples, meilleure gestion des nutriments, développement de pratiques de type agroécologique, lutte intégrée, évidemment, ça peut être agroforesterie, agriculture bas carbone, agriculteur biologique en partie, etc., etc. Et donc ça, gardez en tête que on donne de l'argent spécifiquement pour aller au-delà et développer certaines bonnes pratiques. Voilà en synthèse pour le premier pilier, les éléments importants de structure qu'on voulait souligner. Le deuxième pilier, donc le volet développement rural, territorial rural, l'outil, c'est le FEADER. Donc pour la France, c'est plus de 11 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et ça, on est vraiment sur du financement d'un certain nombre d'activités, mais là, dans une logique, on n'est plus dans de la logique de financement de l'agriculteur au niveau de l'exploitation, on est dans une logique de développement territorial. Et là, les personnes qui peuvent être porteurs de projets, on n'est plus uniquement sur les agriculteurs, on est aussi sur de la collectivité locale ou d'autres personnes morales qui peuvent porter tout un tas de projets au titre du FEADER. Donc une plus grande diversité d'acteurs et d'actions qui va être soutenue dans ce cadre. Plusieurs priorités, la compétitivité agricole et forestière, avec des actions en matière d'innovation, modernisation des exploitations, formation des agriculteurs et des travailleurs. Donc on n'est pas que sur du financement d'investissement en tant que tel, hein, loin de là. Un volet aussi, encore une fois, environnement, biodiversité, avec de l'animation au niveau du territoire sur les pratiques agricoles durables, agroforesterie, etc., etc. Mais on a aussi un volet développement économique des zones rurales, avec
du soutien à la diversification économique, hein, donc au-delà de l'agriculture, on est sur une logique territoriale rurale et plus seulement sur une logique agriculture pure, les services ruraux, développement du tourisme rural. Encore une fois, il y a aussi des actions en faveur des jeunes agriculteurs qui peuvent être mises en œuvre. Et au-delà du développement économique, tout un volet qualité de vie en milieu rural, attractivité du milieu rural pour faire face aussi aux défis démographiques, non pas simplement en allant chercher et soutenir évidemment des jeunes agriculteurs, mais en faisant aussi du milieu rural un cadre de vie attractif avec tout un tas de services sociaux, culturels et éducatifs qui peuvent être soutenus par le FEADER. Au sein de ce FEADER, je voulais zoomer sur un dispositif spécifique qui est peut-être pas le plus important, puisque on parle de 5%, mais qui est très important dans sa démarche, c'est le programme LEADER. C'est un vieux programme hein, au sein de la politique rurale européenne, hein, créée en 91. Leader, c'est-à-dire liaison entre action de développement de l'économie rurale, qui est financée donc sous le FEADER. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur une gouvernance un peu spécifique, où une partie, une enveloppe en fait, est vraiment confiée à un partenariat, genre des partenariats publics-privés qu'on appelle des GAL, des groupes d'action locale, qui viennent prendre en charge cette enveloppe, hein, pour simplifier, et qui va soutenir des projets de territoire dans le cadre vraiment une stratégie territoriale très précise, co-construite et co-partagée par les acteurs du territoire, publics et privés, euh, pour, euh, pour créer finalement une dynamique territoriale. Ça a essaimé, et aujourd'hui, les territoires leaders, ces GAL, couvrent, j'ai plus les chiffres en tête, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais une partie très, très, très significative de la géographie rurale française et sont devenus un relais et un animateur territorial autour des questions rurales très important qui, je dirais, a une importance qui va au-delà vraiment des montants et des fameux 5% qui dans le programme français, lui sont consacrés. Quelques chiffres clés à retenir avant de passer un peu à la suite. Hein. Au total, la PAC, c'est 45 milliards d'euros de budget européen qui vont être déboursés en France dans le cadre de la PAC. La France est le premier bénéficiaire de la PAC en Europe et c'est une partie significative de l'argent européen que la France touche. Hein, de mémoire, ça doit être peut-être 55%. Il y a pas beaucoup de pays. Il y a peut-être l'Irlande qui est au-delà, mais ça doit être à peu près tout pour qui finalement la PAC est quasiment le plus. Enfin, c'est évidemment le programme le plus important pour la France au niveau européen. Les paiements directs, c'est à peu près 9 milliards d'euros par an. C'est à peu près 20% des revenus des agriculteurs français qui aujourd'hui viennent de la PAC. Et la partie verte en montant financier, c'est à peu près 13 milliards d'euros qui sont coupés en deux via les éco-régimes dont on a parlé pour 8,6 milliards sur les derniers chiffres qu'on avait vus et plus de 4 milliards du côté du développement rural. C'est environ 27 000 jeunes agriculteurs dont on estime qu'ils seront soutenus sur la période euh, dans leur activité et de l'ordre de plus de 5 000, 6 000 entreprises en milieu rural pour plus de 30 000 emplois créés, encore une fois d'après nos estimations. Voilà, ça c'est pour le tour d'horizon un peu de la PAC dans sa logique d'intervention, dans ses montants et dans quelques chiffres clés qu'on voulait vous transmettre. Le deuxième message, c'est que donc il y a aussi des choses. On ne rentrera pas dans les détails dans cette section parce que ce serait trop long et on touche à beaucoup de choses, mais un petit rappel
si on sort de la PAC, sur le fait qu'évidemment cette commission a beaucoup travaillé autour du pacte vert, sur lequel je ne reviens pas, mais au sein du pacte vert, euh, on a notamment cette stratégie, encore une fois, qui est devenue assez médiatisée, de la ferme à la table, qui est une stratégie très ambitieuse et qui vise à regarder de manière transversale l'ensemble de la chaîne agricole, agri-processing, distribution, consommation et pratiques alimentaires pour mettre en place un certain nombre d'initiatives et viser un triple objectif de durabilité sociale. Euh, alors, il y a un côté alimentation de tout un chacun, il y a un côté bien-être animal, droits sociaux, on en a parlé un petit peu à travers cette conditionnalité sociale de la PAC, mais de manière générale pour l'ensemble des travailleurs de la chaîne alimentaire. Un volet accessibilité aussi, évidemment, à la consommation alimentaire. Un volet durabilité environnementale, avec évidemment changement climatique, mais aussi biodiversité, protection de l'environnement et réduction des pertes et du gaspillage alimentaire, logique circulaire, avec des initiatives spécifiques qui sont prises en la matière. Et un troisième pilier de cette stratégie, qui est la durabilité économique, hein, au sens large, avec évidemment cette question du revenu des agriculteurs et du développement de l'emploi en milieu agricole et rural au sens plus large. C'est un ensemble de textes très ambitieux. Au total, on a compté 31 initiatives vraiment mises sur la table sous ce label de la ferme à la table. Par rapport au pacte vert, c'est plutôt un bloc qui est arrivé un petit peu plus tard, avec les volets, j'allais dire, climat, énergie, euh, du pacte vert qui avait été avancé en amont. Donc on est un peu à mi-chemin à l'heure actuelle en cette fin de mandat. Donc on va être coupé un petit peu, j'allais dire, au milieu de l'élan par les élections et puis la perspective d'une nouvelle commission. Euh, mais on a quand même un certain nombre d'initiatives qui sont déjà finalisées, mais on en a, et parmi peut-être les plus importantes, qui sont encore en cours de négociation, alors qui avancent bien. Il y a des choses très importantes. Je peux pas, dans le cadre d'aujourd'hui, vraiment revenir sur les 31 initiatives. Ça pourra faire l'objet d'une discussion spécifique si vous voulez, mais on a notamment des propositions sur les nouvelles technologies, nouvelles techniques génomiques, pour ceux d'entre vous qui ont suivi un peu cette discussion, qui sont encore en cours et qui continuent d'avancer. On a une proposition, j'en parlais un petit peu en introduction, sur le stockage de carbone, qui est quelque chose qui peut paraître très technique, comment on certifie du stockage de carbone, mais qui est essentiel, vraiment essentiel de poser ces billes, vraiment de comment est-ce qu'on fabrique ça, comment on mesure ça, comment on certifie ça pour avoir les briques finalement d'une rémunération derrière ces activités par le monde agricole. Voilà, je ne vais pas faire la liste complète, et d'ailleurs je pense que j'en serais incapable comme ça, mais on a aussi des propositions en cours de discussion sur le gaspillage alimentaire, etc. Donc retenez qu'il se passe des choses évidemment en matière législative européenne, en dehors de la PAC, qui ont un impact sur la chaîne de valeur agricole agroalimentaire assez significatif. On a des choses aussi qu'on avait envisagées, qu'on n'a pas pu encore ou voulu politiquement mettre sur la table en tant que commission à ce stade. À noter quand même qu'on a une proposition qui a été retirée, qui a été beaucoup, beaucoup discutée et qui finalement a été retirée suite au vote négatif du Parlement. C'est tout le travail qu'on avait fait sur l'utilisation durable des pesticides. D'accord. Donc ça, on y reviendra
peut-être, j'espère, dans le cadre de la nouvelle commission sous une forme à discuter et à redécider par cette nouvelle commission. Voilà. La vision à long terme. On voulait passer un petit moment aussi parce qu'encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à la PAC quand on parle d'agriculture au sens large. Et c'est justement ce que la Commission a voulu faire avec bon, quelques petits rappels. Hein. La ruralité, en termes de territoire, c'est 80% de l'Europe et c'est quand même 30% de la population européenne. Les chiffres, on en a parlé un peu en introduction sur les défis avec 24% du nombre de fermes perdues en 10 ans, en 10 ans en France. En 2021, la Commission s'est dit on va expliquer, c'est une communication, hein, comme on fait parfois, donc ce n'est pas un texte législatif en tant que tel, mais c'est rappeler un petit peu ce que l'Europe fait en la matière. Et puis, on va y revenir dans une seconde, proposer un cadre un petit peu stratégique d'action à travers un certain nombre d'outils, un mélange de législatif et puis d'actions de financement plus concret. Je vous invite à aller voir ça, évidemment, si ça vous intéresse. On ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement pour rappeler les objectifs généraux sur cette projection, qui est une projection à 2040. L'idée, évidemment, c'est d'avoir des zones rurales qui soient plus fortes. On a appelé ça plus fortes, mais on recoupe ici toute l'idée d'avoir des communautés plus autonomes, plus innovantes socialement, avec des services structurants qui soient plus développés, des communautés rurales plus connectées, avec, comme souvent dans cette idée de connexion, un volet numérique et un volet transport et mobilité, des communautés prospères avec une diversification des activités économiques sur les territoires ruraux et des communautés résilientes. Hein, là encore une fois, c'est un terme un peu chapeau, mais évidemment résilientes au changement climatique dont on a vu qu'il allait avoir un impact très significatif sur sur une très grande partie de nos communautés rurales, résilience environnementale et résilience sociale aussi au sein de ces communautés. Concrètement, cette vision, elle s'appuie sur un plan d'action. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, si encore une fois, ce sera circulé pour votre intérêt, mais ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que c'est un mélange, encore une fois, d'actions plutôt législatifs. Je vois là la certification des absorptions de carbone dont on a déjà parlé, mais c'est aussi mettre en cohérence les poches de financement, évidemment le FEADER dont on a déjà parlé, hein, qui nourrit une partie de ça, mais pas seulement. On a aussi Erasmus, que vous connaissez pour tout un tas d'autres raisons, qui peut être mobilisé. On a notre programme Europe numérique, on a évidemment notre programme de recherche Horizon Europe. Donc l'idée, c'était de donner un chapeau cohérent à tout un tas d'actions vraiment très concrètes, spécifiquement à destination du monde rural, dans la boîte à outils globale du budget européen. Et en soutien, on a aussi des actions qu'on a appelées actions transversales dans cette vision, avec tout un travail aussi de données, de quantification et d'objectivation un petit peu de la réalité du monde rural, avec au cœur de ce projet l'Observatoire rural, que je vous invite à consulter en ligne si vous vous posez tout un tas de questions statistiques, chiffrées, factuelles sur le monde rural en Europe. Un accès plus simple à l'information sur les fonds avec cette boîte à outils sur les fonds ruraux qui a été designée de manière spécifique pour les collectivités rurales. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite évidemment à aller la consulter en ligne et puis peut-être à revoir, je ne crois pas qu'on l'ait mis en ligne, on le fera bientôt, le replay d'un webinaire qu'on a organisé spécifiquement sur ce sujet.
c'est pas, attention, hein, c'est pas tout d'un coup des fonds nouveaux inventés qui vont sortir de notre chapeau, mais c'est un outil qui a été pensé vraiment pour partir des besoins du, des communautés rurales dans leur cheminement à travers, évidemment, ce qui est parfois un cheminement assez complexe de financement européen. Euh, Peut-être un dernier zoom donc sur la partie gouvernance, sur le pacte rural qui vient sous-tendre aussi cette ambition pour le monde rural. C'est en gros, pour faire simple, la plateforme d'échange qui a été pensée au niveau européen, mais qui a vocation à rassembler un certain nombre d'acteurs européens, nationaux, régionaux, etc., pour stimuler la coopération. Mais ça va au-delà des représentations, j'allais dire, administrativo-politiques classiques, gouvernement, échelons régionaux. L'idée, c'est aussi de faire se mélanger les acteurs de la société civile, des entreprises qui souhaitent être intégrés à cette discussion, des chercheurs, bien sûr, pour encore une fois asseoir un petit peu le débat, et puis des citoyens simplement qui sont intéressés. Donc ça, c'est ouvert, j'allais dire, de manière assez large. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse d'être engagé plus activement à cette discussion européenne sur l'avenir du monde rural, c'est ici que ça se passe et vous serez évidemment les bienvenus. Boîte à outils rural, j'ai déjà commencé à en parler, donc je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail. Le temps avance, peut-être quelques points un petit peu qu'on a mis sur ce chapeau actualité. Euh, Déjà, j'allais dire déjà, très récemment, on a Commission européenne mis sur la table une proposition de révision ciblée de la PAC. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde agricole au niveau européen, en tout cas dans un certain nombre d'États membres, et notamment en France, a connu et continue de connaître des turbulences, des revendications face à des difficultés croissantes, cette question qu'on a abordée du renouvellement générationnel, cette question du revenu des agriculteurs. Donc, tout ça, l'Europe l'a écouté et l'a entendu, et c'est sur cette base que, de manière, je crois, quand même assez réactive, la Commission s'est emparée de ces préoccupations pour y répondre et a proposé de modifier un certain nombre de ces BCAE dont on a parlé un peu plus en amont. Donc cette conditionnalité, ces choses que vous devez faire pour avoir accès à l'aide aux revenus, et notamment en revenant sur la BCAE 8, hein, avec toute cette question de la jachère au cœur un peu de cette discussion, où là, la proposition était de relâcher cette obligation vraiment de consacrer une part minimale des terres arables à à des zones non productives. Un travail également sur la BCAE 7, sur la rotation des cultures. Je rentre pas dans les détails, en gros, plus de flexibilité sur la possibilité d'avoir recours à la diversification des cultures. Et puis BCAE 6 également, avec une plus grande flexibilité qui est laissée aux États membres au final pour définir tout un tas de choses, hein, notamment les périodes sensibles et les pratiques qui vont être organisées dans ce cadre. De manière générale, on a proposé euh, que ces plans stratégiques nationaux sur lesquels finalement sont assises les priorités nationales de chaque État membre au sein de ce menu qui est en partie la politique agricole commune, qui est plus de flexibilité. C'est un outil de négociation qui est très structurant, qui est très long, qui est très politique entre la Commission européenne et les États membres. L'idée, c'est en gros d'en faire quand même quelque chose de vivant. Alors, c'était déjà l'idée, mais d'en faire quelque chose d'encore plus vivant et qui puisse être un outil un peu plus flexible et réactif face aux priorités politiques des États membres, bien sûr, mais aussi aux changements qui peuvent affecter les, les agriculteurs. Voilà. Donc ça avance. On n'est pas loin d'un accord sur
en gros, la proposition de la Commission, à la fois côté État membre et côté Parlement. Donc, c'est quelque chose qui sera, si effectivement on arrive au bout maintenant, qui sera allé extrêmement vite au regard de la nécessité d'avoir un accord, une proposition de la Commission déjà et un accord des co-législateurs. Et ça, c'est lié à l'urgence de la situation qui a été mesurée par la Commission par les co-législateurs. Deuxième petit zoom, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, c'est l'impact du conflit en Ukraine sur, sur les secteurs agricoles. Euh, Parce que, en gros, dans le contexte de la guerre, l'Union européenne a décidé d'ouvrir son marché de manière plus libre aux importations de produits, notamment agricoles ukrainiens, pour soutenir aussi l'Ukraine dans cette période, la soutenir économiquement de ce point de vue-là. Évidemment, ça peut avoir, et ça a eu un impact en partie sur certaines filières agricoles européennes. Donc, l'accord qui s'est dessiné, c'était de trouver un équilibre, de continuer à soutenir l'Ukraine en prolongeant ces exemptions de droits de douane sur un certain nombre de produits agricoles, mais d'intégrer quand même dans cette prolongation un certain nombre de clauses de sauvegarde, hein, de freins d'urgence, si vous voulez, si vraiment on constate des déséquilibres sectoriels. Et on a notamment les filières œufs, sucre et volaille qui ont considéré qu'elles étaient particulièrement impactées par cette libéralisation temporaire des échanges avec l'Ukraine. Donc voilà, ça s'est validé. L'idée, c'est de trouver encore une fois un compromis politique entre notre soutien, évidemment, à l'Ukraine et son économie dans un contexte très particulier, sans pour autant en faire payer le prix à nos agriculteurs qui se verraient déstabilisés par cette situation. Petit rappel aussi sur le fait que dans ce contexte assez particulier, la Commission a adopté, enfin la Commission, les États membres ont adopté un cadre temporaire en matière d'aide d'État. Les aides d'État, en gros, c'est quand les États membres décident de soutenir certains secteurs, ici le secteur agricole, dans la plupart des cas, en fonction des montants, cela constitue une aide d'État qui doit être validée par Bruxelles. L'idée, c'est, on est en période de crise, avec notamment pour le secteur agricole, bon, un double défi avec le prix des intrants qui a quand même explosé avec l'augmentation des coûts de l'énergie, hein, principalement, et en même temps des prix qui, sur les marchés mondiaux dont on dépend, n'étaient pas particulièrement attractifs. Donc un effet ciseau qui était très difficile pour un certain nombre de filières. D'où l'idée d'avoir ce cadre un petit peu simplifié temporaire. On a décidé de proposer aux États membres de l'étendre spécifiquement pour le secteur agricole primaire, au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Ça, c'est en cours de discussion. Voilà, ça c'est aussi un élément à garder en tête dans l'actualité un petit peu sensible sur le secteur agricole. Peut-être un dernier, je crois que c'était le dernier point d'actualité qu'on voulait mentionner, c'est cette initiative qui a été annoncée par notre présidente en septembre 2023 de lancer ce qu'elle a appelé, ce qu'on appelle un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture. L'idée, c'est de se projeter dans l'après, enfin de faire face, on l'a vu, il y a tout un tas d'outils évidemment aux urgences sur nos filières agricoles, mais aussi de prendre le temps de se rassembler autour d'une table pour se projeter dans l'après-élection, déjà à court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer
nouvelle commission, et puis se projeter aussi dans l'avenir de la PAC qui viendra prendre le relais après 2027. Hein, le temps de la décision européenne est souvent un temps long, donc c'est une réflexion qu'on enclenche aussi de ce point de vue-là, qui va poser des jalons sur la réflexion pour l'après 2027. Euh, les questions, bon, je ne reviens pas en détail, hein, mais c'est évidemment la question centrale du niveau de vie et du revenu des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Quel équilibre on doit trouver, hein, en termes politiques crus, c'est quel équilibre on doit trouver entre soutien à la productivité de notre modèle agricole et ambition verte au sens large de lutte contre le changement climatique et de maintien de la biodiversité. Euh, et une réflexion plus large sur, dans la continuation de cette idée de farm to fork, hein, de fourchette à l'assiette, cette logique de chaîne de valeur et quelle place pour chacun et quel revenu décent et suffisant pour chacun au sein de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc c'est un forum pour essayer de travailler à cette vision commune. Euh, et voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, il y en a un petit peu sur le site de la Commission européenne. Voilà, je m'arrête là parce que c'était déjà suffisamment long et je suis disponible pour vos questions. De mon côté, je ne vois pas de questions. Je viens de parcourir le chat. Donc, Edita a mis en ligne un certain nombre d'outils dont vous avez parlé et sur lesquels on peut s'appuyer pour aller un peu plus dans le détail. Mais sauf s'il y a des questions, moi, je n'en ai pas vu. Pierre, il n'y avait pas vraiment de questions, Pierre, c'était plutôt des commentaires au fur et à Ouais, je mesure regarde. de tes Oui, interventions. je me permets de prendre la parole parce qu'en effet, je reprends la route et donc ça va être difficile, etc. Euh, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on discute plus des sujets qui fâchent sur la PAC et la crise et le pourquoi il y a un tel décalage entre euh, la situation des agriculteurs qui n'ont pas de revenus décents, etc., et les mesures qui sont proposées, etc., et sur les dysfonctionnements de la nouvelle PAC qui, en effet, se voulait plus verte, mais on s'aperçoit que les plus écologiques sont pénalisés. Moi, j'ai des exploitations agricoles, là, j'ai obtenu les chiffres qui ont perdu entre l'année N-1 de la réforme et de la première année de la réforme, 20% des aides avec les nouveaux calculs, éco-régimes, etc., alors ce sont des exploitations vertueuses au niveau environnemental. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait plus de billes pour pouvoir répondre aux agriculteurs qui manifestent leur mécontentement, quoi. Le diable se cache souvent dans les détails, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui peut être envisagé dans un deuxième temps. Je crois que l'ambition pour aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle elle m'avait été communiquée, c'était d'avoir un Oui, premier non, niveau de compréhension suffisant pour chacun des grands enjeux et puis quand même voilà, des premières billes sur ce qui a bougé ces derniers mois. Après, à ta disposition pour travailler sur peut-être une discussion plus technique, en partie mais sur certains points d'explication. Oui, bonjour à tous. J'avais une question d'ordre un petit peu plus général sur le pacte vert. Bon, je crois qu'il date de 2021 et puis à l'époque, il avait été lancé, c'est un des reproches qui avait été fait à la Commission, sans étude d'impact. Et les études d'impact sont venues après. Il y a un groupe de consultants de haut niveau qui avait été
missionné par la Commission européenne, et puis il y a les universités de Wageningen, de Kiel, qui ont fait des études et qui arrivaient un peu toutes à la même conclusion, c'est-à-dire que l'application stricte, avec les tendances en cours, l'application stricte du pacte vert, allait faire passer l'Europe d'un statut d'exportateur net de produits agricoles à un statut plutôt d'importateur. Et ça, c'était la première vague. Et puis ensuite, il y a eu une étude intéressante baptisée TIFA, hein, portée par l'IDRI, un centre de réflexion là, français, mais c'était en lien avec des homologues européens. Et cette étude-là était intéressante parce que elle sortait des évolutions, des tendances actuelles pour voir à quelles conditions est-ce que le pacte vert pouvait préserver une souveraineté alimentaire européenne. Et en explorant, en intégrant les deux axes de travail pour rendre compatible le vert avec la sécurité alimentaire, c'est la réduction du gaspillage et les changements alimentaires, donc l'évolution de la diète et donc moins de consommation de viande. Alors, ils ont intégré ça et ce qui en ressortait, c'est que ça serait compatible dans la mesure où la consommation de viande, de volaille et de porc baissait des 2 tiers, de 60 et 66% respectivement. Les deux viandes dont l'alimentation, enfin l'élevage de porc et de volaille, rentre en concurrence avec l'alimentation humaine. Donc ça libérerait des surfaces végétales pour l'alimentation humaine. Et donc, alors c'est intéressant, mais c'est quand même sacrément ambitieux. Ce sont les deux viandes les plus consommées par la population européenne parce que les moins chères. Donc ça interroge, voilà. Et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que vous avez des informations sur les réflexions internes à la Commission européenne pour intégrer ces réflexions-là vers actuel. Ouais. Alors, merci pour cette question. Vous y avez répondu en partie dans votre propre intervention, mais effectivement, la position de la Commission telle qu'on l'a exprimée, je pense que là, vous parlez plus spécifiquement de la partie au sein du pacte vert, qui est vraiment ce que nous, on a appelé de la fourchette à la table, donc vraiment sur ce volet chaîne alimentaire, parce que il y a beaucoup d'autres volets qui ont été travaillés bien en amont, notamment sur les questions énergétiques et climatiques, et biodiversité en partie. Sur ce volet-là, la position de la Commission, elle est quand même assez claire, c'est que il faut de toute façon changer nos pratiques environnementales si on veut maintenir au final une productivité suffisante du système agricole, qui on l'a vu avec quelques exemples, et déjà en première ligne du changement climatique et de la perte de biodiversité, et que donc il faut déjà pas dans la discussion chercher à opposer les pratiques vertes et la perte de productivité de manière trop simpliste. C'est très compliqué comme discussion, hein, et comme modélisation, ça l'est encore plus. Mais sur les termes politiques du débat, le fait de faire du vert, je simplifie, c'est aussi un critère essentiel pour à terme maintenir une agriculture compétitive et productive. D'accord. Et ça va devenir de plus en plus un facteur de différenciation compétitive aussi sur la scène mondiale et face à d'autres qui n'auraient pas pris ce tournant-là. Ça, on en est intimement persuadé. Alors, exactement les chiffres de production, il y a eu des tas de discussions politiques, les plus 10%, moins 10%, etc. Je veux pas me rentrer dans cette discussion qui est éminemment technique et complexe, mais vous avez en partie répondu quand vous dites que il y a des facteurs sur lesquels on peut agir aussi au sein de la chaîne de valeur. Le gaspillage alimentaire en est un qui est vraiment central et avec un levier dont on sait qu'il est significatif. Et c'est pour ça qu'on a mis des propositions sur la table. Donc de ce point de vue-là, on est en train de travailler sur des propositions qui rendraient obligatoire des objectifs contraignants de réduction du gaspillage alimentaire le long de la chaîne de valeur.
Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième levier, évidemment, gigantesque, que vous mentionnez, à savoir les changements des habitudes alimentaires, ça, on n'a pas de proposition en tant que telle sur la table. C'est quelque chose qui, pour être honnête, est éminemment plus personnel et politique à l'heure actuelle. Il y a consensus, sans aucun doute, pour le fait de dire que si chacun le faisait, on pourrait absorber évidemment des changements de notre système agricole significatifs, mais il n'y a pas de consensus politique, en tout cas, pour en faire un texte juridique d'ordre contraignant. Vous voyez. Donc on est à mi-chemin sur le fait que c'est un constat partagé, mais qui à ce stade n'a pas de traduction législative dans notre corpus. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très complète, très claire et très pédagogique. Donc, je vous rappelle que elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de la Maison des Européens de Lyon et que du coup, Edita a partagé aussi un certain nombre d'outils au fur et à mesure, voilà, sur lesquels vous pourrez vous appuyer si vous voulez revenir sur certains points particuliers. En tout cas, je vous souhaite, moi, de mon côté, une très bonne journée. Grand merci encore. Et puis, voilà, très bon mois de l'Europe. Merci, bonne journée à tous.